Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier dédié à la mobilité des connaissances et des compétences. Donc, vous êtes assez nombreux à vous être inscrits à cet atelier, près d'une centaine. Donc, on est très heureux de passer ces 45 prochaines minutes avec vous pour évoquer deux thématiques, donc deux programmes, tous les deux autour de la question de la mobilité des connaissances et des compétences en Europe. Donc, les actions Marie Skłodowska-Curie dans le programme Horizon Europe, dont on a beaucoup parlé ce matin pour ceux d'entre vous qui étaient avec nous pendant la plénière, et le programme Erasmus+. Donc pour cet atelier avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenantes. Donc, comme vous voyez, c'est un panel très féminin et j'en suis ravie. Donc, Cyrielle Thiermann, qui est PCN, donc point de contact national pour ses actions Marie Skłodowska-Curie. Pauline Henrion de l'agence catalane Axio et Aude Richard qui travaille pour l'agence Erasmus+, voilà, du programme du même nom. L'animatrice aujourd'hui, donc, ce sera moi-même, Maud Schneider. Donc, je travaille pour l'Agence de développement économique régional Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et donc, l'atelier sera modéré par ma collègue Farida Tali, qui est en charge des questions de RH dans notre agence. Donc, l'atelier va démarrer maintenant. Je vous rappelle rapidement le fonctionnement. Donc, nous sommes ensemble pour les 45 prochaines minutes. Vos caméras et micros sont coupés automatiquement. L'atelier est enregistré. Vous pourrez accéder au replay. D'ailleurs, je salue ceux d'entre vous qui nous regarderont en replay un peu plus tard. Et vous retrouverez également les présentations dans la boîte à outils de la plateforme sur laquelle vous vous êtes connectés tout à l'heure. On essaiera de prendre au fur et à mesure de l'atelier vos différentes questions. Si on n'a pas le temps de tout traiter en direct, un document sera publié après l'atelier avec les différentes questions-réponses de tous. Donc, au programme, comme je vous l'indiquais pour cet atelier, deux sujets que l'on va aborder l'un après l'autre. Donc, la première partie de notre atelier va être consacrée à ces fameuses actions Marie Skłodowska-Curie. Alors, je vous le dirai peut-être en abrégé après pendant l'atelier, qui font donc partie de ce programme Horizon Europe, le programme européen de recherche et d'innovation qui va démarrer en janvier 2021, donc très prochainement. Et une deuxième partie de notre atelier qui va être consacrée au programme Erasmus+. Donc, on va démarrer l'atelier avec Cyrielle Thiermann. Donc, Cyrielle, bonjour, vous êtes avec nous normalement. Oui, bonjour. Voilà, on vous voit apparaître. Bonjour Cyrielle. Pour démarrer, peut-être, pouvez-vous nous rappeler ou préciser pour ceux qui ne le savent pas encore ce qu'est un PCN? Oui, alors un PCN, c'est un point de contact national. Il en existe pour chaque action du programme Horizon 2020, donc que ce soit les programmes pilier 1, type ERC, Marie Skłodowska-Curie, mais également pour les défis sociétaux. Sous Horizon 2020, les PCN étaient constitués de personnel d'universités, d'organismes de recherche, d'agences d'innovation. Donc, ce sont des personnels qui sont en poste dans ces organismes et qui dédient une partie de leur temps aux missions du PCN. Et la mission du PCN est avant tout d'informer et de sensibiliser la communauté scientifique française autour de ces différents outils, ce qui passe par l'alimentation d'un site internet, d'une boîte à outils, par une newsletter, par des journées d'information ou encore des documents supports et bien sûr par une adresse générique qui permet de répondre aux questions de la communauté scientifique sur les appels à projets, en l'occurrence pour mon cas, Marie Skłodowska-Curie. Donc, ces actions Marie Curie dont vous allez nous parler, dans l'architecture de ce programme européen de recherche et innovation, elles appartiennent à ce qu'on appelle le pilier 2, donc l'architecture en trois piliers du programme. Ce pilier pilier 1, pardon, excellence scientifique. Est-ce qu'il faut comprendre que ces actions Marie Curie, finalement, sont destinées uniquement aux académiques ? Alors, pas du tout. Les actions Marie Skłodowska-Curie s'adressent vraiment aux académiques, certes, mais également aux non-académiques. Les actions Marie Skłodowska-Curie, sans rentrer dans le détail, puisque on ne peut pas actuellement le faire, sont divisées en 4 outils et ces 4 outils permettent à chaque fois la participation de partenaires non académiques. On entend par partenaires non académiques
des entreprises, y compris les PME, mais également des associations, par exemple, ou des organismes internationaux. La participation de ces acteurs non académiques est très encouragée, puisqu'on cherche à favoriser dans le cadre des Marie Curie la participation des non académiques et l'intersectorialité. Donc, des organismes non académiques peuvent tout à fait accueillir des doctorants ou des chercheurs dans leurs organismes. Très bien, donc on comprend que ça s'adresse à la fois aux académiques et aux non-académiques. Peut-être pour rentrer un petit peu plus au cœur du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la philosophie de ces actions Marie Curie et concrètement, pourquoi faire, quel type d'actions peuvent être financées? Alors, la philosophie des Marie Sklodowska-Curie Action, c'est de favoriser la formation par la recherche en priorité, le développement de carrière et ce qu'on appelle les 3 I, donc l'intersectorialité, l'interdisciplinarité et l'international. Donc tout ça dans une optique de favoriser la mobilité des chercheurs. Pour donner quelques exemples concrets, un chercheur qui a son doctorat et qui souhaite effectuer une mobilité de 12 à 24 mois dans un autre pays peut être financé dans le cadre d'une action Marie Sklodowska-Curie. Pour cela, il faut qu'il dépose un projet auprès de la Commission européenne en collaboration avec un organisme qui l'accueillera et qui pourra le recruter, mais également financer ses frais liés à la mobilité et la recherche via le financement de la Commission européenne. Cette mobilité lui permettra d'une part d'accueillir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances. Alors ça peut être des compétences sur un équipement, ça peut être un aspect scientifique à développer, ça peut être la connaissance d'un domaine scientifique qui n'est pas encore suffisamment développé dans sa carrière. Et le but, c'est de lui permettre d'évoluer dans sa carrière, c'est-à-dire obtenir un poste. Je prends par exemple le système français, par exemple passer son HDR, obtenir un poste de professeur. Ça peut être développer de nouveaux projets pour pouvoir décrocher après par la suite une ERC par exemple. Donc il y a plein de possibilités offertes. Donc ça c'est pour les bourses type individuel, mais d'un autre côté, les actions Marie Sklodowska-Curie peuvent permettre aussi de travailler en réseau. Il y a différents outils pour ça qui permettent de travailler au sein d'un consortium pour pouvoir par exemple recruter des doctorants. Ça c'était ce qu'on appelait les ITN auparavant. Ça permet de mener à bien un projet de recherche globale via la collaboration et les travaux de doctorants, mais également de permettre à ces doctorants de bénéficier d'un environnement professionnel qui est extrêmement intéressant, puisqu'ils vont bénéficier d'un réseau de plusieurs partenaires, académiques et non académiques, dès leur première année de thèse, vont pouvoir faire ce qu'on appelle des secondements, donc des mobilités pendant leur doctorat chez les autres partenaires, et ce qui leur permettra d'acquérir des compétences et des connaissances dans d'autres domaines. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, manipuler un équipement particulier ou alors passer quelques semaines en entreprise pour découvrir ce milieu professionnel et donc favoriser une meilleure insertion professionnelle par la suite. Donc finalement, les actions Marie Curie, elles s'adressent à des profils de chercheurs assez différents. On peut avoir des jeunes chercheurs comme des chercheurs plus expérimentés. Tout à fait. Selon l'outil Marie Curie qui est choisi, ça peut s'adresser à des doctorants qui vont donc postuler dans le cadre d'un projet financé par les programmes Marie Curie, ou ça peut concerner des chercheurs confirmés qui vont, par exemple, déposer un projet pour pouvoir effectuer une mobilité. Et donc, si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont intéressées par ces actions, quel est le calendrier? Où est-ce qu'on peut trouver des ressources? Où est-ce qu'elles peuvent aller un peu plus loin? On l'a dit en intro, c'est un atelier qui va rester assez introductif. On n'a que 45 minutes ensemble. Pour ceux qui veulent aller plus loin, où est-ce qu'ils peuvent aller trouver de l'info? Alors, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je les invite à consulter la boîte à outils justement du point de contact national, puisque c'est un endroit où le PCN va recenser tous les documents à la fois de la Commission européenne et également les documents que le PCN a produits. Donc, dans la présentation qu'il diffusait, j'avais mis le lien de cette boîte à outils. Je conseille bien sûr de lire le work programme du programme Marie Curie qui permet de connaître la philosophie et du programme dans ses grandes lignes. Et pour ceux qui souhaitent se lancer, surtout de lire le Guide for Applicants, donc c'est le guide des déposants qui recense toutes les règles d'éligibilité pour déposer un projet avec les dates, etc.
Donc, si vous souhaitez déposer, je vous conseille vivement de le lire. Et bien sûr, il va y avoir des journées d'information qui vont être organisées avec le début d'Horizon Europe, qui va permettre de présenter les nouveaux programmes. Et je vous invite également à y participer. Et donc, Cyrielle, j'imagine qu'en tant que PCN, vous avez été amené à accompagner différents acteurs sur ces actions Marie Curie. Si vous aviez, d'après votre expérience, un conseil voilà, aux participants qui voudraient se lancer, une bonne pratique à partager, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, la bonne pratique, ce que j'ai déjà dit, c'était vraiment de lire le guide des déposants. On voit qu'on reçoit énormément de questions au PCN sur des questions d'éligibilité et la majorité sont dans le guide des déposants. Donc, c'est pour ça que j'invite vraiment les personnes qui souhaitent se lancer dans le montage d'un projet à lire ce guide qui est vraiment la bible du dépôt d'un projet Marie Curie. Et après, de vraiment bien connaître, de se renseigner vraiment bien sur la philosophie d'un projet Marie Curie. C'est différent d'une ANR, c'est différent d'un défi sociétal dans H2020 ou Horizon Europe, par exemple. On est vraiment centré sur l'évolution d'une carrière, donc sur la carrière, que ce soit de doctorant, de post-doctorant, de chercheur confirmé. La recherche est certes présente, mais on veut vraiment mettre au cœur des projets cette formation, cette volonté d'insertion professionnelle et de développement de carrière derrière. Donc, à surtout ne pas négliger cet aspect-là. Merci beaucoup, Cyrielle. On a le temps de prendre une question. Farida, si tu as des questions qui arrivent par le chat. Alors, oui, on a bien compris l'intersectorialité, les 3 I, mais est-ce qu'il y a quand même cependant des thématiques plutôt prioritaires ou aussi des types d'entreprises, des profils types d'entreprises? Alors non, le programme Marie Curie, c'est vraiment un programme blanc, donc ce qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire que c'est vraiment les porteurs de projets qui vont proposer leur thématique et il n'y a pas de thématique privilégiée au niveau des actions Marie Sklodowska-Curie. Alors bien sûr, il faut rester innovant et proposer des choses voilà, qui font avancer la science, mais en tout cas, il n'y a pas de thématique prédéfinie, on n'est pas dans un défi sociétal. Toutes les thématiques sont les bienvenues, et y compris les SHS, bien sûr. Merci beaucoup, Cyrielle Tierman. Donc, vous retrouverez les coordonnées de Cyrielle dans la présentation et tout l'ensemble des ressources dont elle vous a parlé. Donc, n'hésitez pas pour aller plus loin. On va enchaîner donc, sur cet atelier, justement toujours en lien avec les actions de Marie Curie, avec une deuxième intervenante, donc Pauline Henrion. Donc, bonjour Pauline. Bonjour. Pauline, vous travaillez donc pour l'agence Axio, l'agence catalane. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter un petit peu plus Axio, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors juste un petit mot sur l'agence. Effectivement, donc Axio, c'est l'agence de promotion économique de la région de Catalogne. Donc c'est une agence qui apporte des services en fait pour la compétitivité et le financement du tissu local catalan. Mais elle compte aussi sur un réseau de 40 bureaux à travers le monde et notamment dans les principaux pays européens qui l'aident à faire le lien entre la Catalogne et ses marchés partenaires. Et ces bureaux, donc, ils sont connus sous le nom de Catalunya Trade and Investment. Donc, mon équipe et moi, on est basés au sein du bureau de Paris. Et depuis ce bureau, donc, on mène 3 activités principales. Donc, la première, c'est l'accompagnement commercial des entreprises catalanes qui souhaitent travailler en France. On a également un service de soutien aux entreprises qui ont des projets d'implantation en Catalogne. Donc, ça peut être de la recherche de local, de la mise en relation effectivement avec des cabinets comptables spécialisés, des équipes de recrutement aussi. Et enfin, donc la dernière partie qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est la partie innovation sur laquelle je travaille, qui vise vraiment à faire le lien entre les écosystèmes de la recherche et développement français et catalan pour favoriser l'émergence de projets bilatéraux, que ce soit des projets bilatéraux donc tout à fait ponctuels ou dans le cadre de financement européen notamment. Merci Pauline. Donc, vous êtes avec nous aujourd'hui pour cet atelier parce que Axio bénéficie justement d'un financement au titre des actions Marie Curie dont on vient de parler avec Cyrielle Tierman. Donc, c'est le projet TechnoSpring. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet, le lien avec les actions Marie Curie et les différents axes de ce programme?
Oui, bien sûr. Donc TechnoSpring, comme vous pouvez le voir sur cette slide, c'est un programme qui a été créé en 2013. En fait, l'agence a reçu des fonds Marie Curie de la Commission européenne et a créé ce programme avec. Donc il s'agit concrètement d'une aide financière qui permet de recruter des chercheurs expérimentés pour une durée de 2 ans, et ce afin de développer des projets de recherche appliqués. Je fais vraiment une emphase vraiment sur la recherche appliquée. La recherche fondamentale ne rentre pas dans ce programme, on est plus sur des TRL un petit peu plus élevés. Comment ça fonctionne concrètement? Sur la slide suivante, on va voir qu'il existe 2 modalités pour ce programme. Donc la première modalité, c'est l'incoming. En fait, ça consiste pour le chercheur à aller passer 2 ans au sein d'une entreprise catalane ou au sein d'une entité techno. Alors une entité techno, c'est quoi? Techno, en fait, si vous voulez, c'est le label d'excellence qui est donné, par le gouvernement de Catalogne aux entreprises, aux centres technologiques qui sont particulièrement actifs en recherche et développement et sur le transfert vers l'industrie. Donc aujourd'hui, ça représente environ 80 entités, donc autant de partenaires potentiels pour le programme TechnoSpring. La deuxième modalité, c'est la modalité outgoing and return. Donc là, pour le coup, le chercheur passe la première année du projet au sein d'une entreprise européenne. Donc ça peut être une entreprise française, ça peut être une entreprise anglaise, allemande, peu importe. Et la deuxième année au sein d'une entreprise catalane ou d'une entité techno. Donc pour cette modalité, il faut bien noter qu'il faut qu'il y ait un partenariat pour le coup entre les 2 entreprises, pour, se mettre d'accord sur une thématique commune pour le projet et pour, recruter un chercheur qui corresponde à cette thématique. Au niveau du profil du chercheur, justement, comme vous pouvez le voir, dans les 2 cas, on parle, d'un docteur, donc ou d'une doctoresse qui ait 2 ans d'expérience en recherche appliquée. Ou alors, si le chercheur n'a pas encore son doctorat, eh bien, on peut considérer que 6 ans d'expérience en recherche appliquée après son master peut également, compenser. Et au niveau, de la bourse allouée, donc le salaire du chercheur, il est évalué à 58 500 € par an. Et vous voyez également donc, qu'il y a une bourse qui est allouée pour, les frais de recherche, donc ça peut être de l'achat de matériel, ça peut être, de l'achat de prestations de services également et une bourse pour la mobilité du chercheur, donc pour tout ce qui est frais de visa et frais de déplacement notamment. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur cette slide, en fait, l'avantage c'est que quand la bourse est allouée en fait, il y a 70 du paiement qui est fait en avance à l'entreprise, catalane. Donc du coup, elle sera celle qui va coordonner le projet, qui va gérer un petit peu, la gestion financière et faire le reporting auprès de notre agence et le reste du paiement se fait, à la fin du projet. Donc, dernière précision pour ces projets, il existe une clause de mobilité pour les chercheurs qui est, je pense, commune à toutes les actions Marie Curie, si je ne me trompe pas. Donc les chercheurs, ils ne peuvent pas avoir résidé plus de 12 mois dans le pays de destination au cours des 3 dernières années. Donc ça, c'est très important. J'y reviendrai plus tard. De toute façon, on va vous inviter vraiment, si vous souhaitez postuler, à vous mettre en contact avec nous pour bien vérifier votre éligibilité avant de pouvoir, postuler, parce que c'est des dossiers qui prennent un petit peu de temps à monter. J'allais y venir justement, Pauline. Imaginons que ce programme m'intéresse. Concrètement, quelles sont les démarches à faire? Comment est-ce que je peux candidater? Quel est le calendrier? Alors, est-ce que tu peux mettre la slide suivante? Je vais vous expliquer tout ça, s'il te plaît. Merci. Donc, au niveau des modalités de participation, donc là, l'appel à projet en cours se ferme la semaine prochaine, donc on est un petit peu court au niveau du délai. Mais l'ouverture du prochain appel à projet, c'est prévu pour le mois d'avril de l'année prochaine. La clôture se fera certainement au cours du mois de juin. Donc, il y aura 24 bourses qui seront allouées, donc 12 pour chacune des 2 modalités que je vous ai présentées. Donc si vous souhaitez participer à ce programme, que vous soyez une entreprise ou un chercheur, moi je suis là pour vous accompagner vraiment dans vos recherches, d'entités partenaires. Faut savoir que dans tous les cas, c'est l'entreprise catalane qui dépose le projet. Donc vous le préparez en commun avec, votre partenaire catalan, mais c'est toujours l'entreprise catalane qui va présenter, le projet au sein d'Axio et qui va donc faire la gestion financière et administrative. Ça peut être un avantage pour une entreprise française également. Donc voilà. Après, petit conseil, je m'avance un petit peu. Un petit conseil, c'est un appel à projet qui est très concurrentiel. Comme vous pouvez le voir, 24 contrats qui sont alloués pour chaque période, c'est pas beaucoup. Donc vraiment, on fait, vraiment attention à ce que ce soit des projets avec une excellence qui soit notable, pardon. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous conseille vraiment de nous mettre le plus en amont possible dans la boucle de votre projet pour qu'on puisse, déjà vous confirmer votre éligibilité en tant que chercheur ou en tant qu'entreprise et aussi, vous aider à orienter votre proposition justement pour maximiser, vos chances de succès.
Donc, effectivement, on voit 24 contrats qui peuvent être alloués. Une idée du taux de succès auquel ça correspond à peu près? Alors pour vous donner une idée, l'année dernière, donc c'est 12 contrats pour chaque modalité. Donc sur l'incoming, on avait 70 propositions, donc là ça tombe un peu bas et pour, le outgoing return, c'était un petit peu mieux. On avait 35 propositions qui ont été présentées, donc le taux de succès était un peu plus élevé. Et en termes de thématiques, est-ce qu'il y a des thématiques qui ressortent plus que d'autres? Pas particulièrement, c'est très, très varié, on a de la chimie, on a eu sur du secteur santé, c'est santé connectée, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Après, c'est ouvert vraiment à tout secteur. Vraiment le point clé, ce que je vous ai dit tout à l'heure, faut vraiment que ce soit de la recherche appliquée. Tout ce qui est recherche fondamentale, je pense notamment au secteur santé, ça ne rentre pas dans cet appel à projet. Ok, c'est très clair. Farida, on va faire un petit tour du côté du chat. Est-ce qu'on a des questions pour Pauline? Oui, une question qui revient par rapport à l'identification de partenaires. Est-ce qu'il existe par exemple des catalogues d'annonces en ligne? Alors effectivement, on a une vidéo que je pourrais vous envoyer. On a fait un webinaire pour présenter plusieurs, vacancies en fait qui sont à pourvoir au sein d'entités catalanes. Alors ça, c'est pour la modalité incoming. Donc ce sont des entités catalanes qui cherchent à recruter des docteurs, donc dans le cadre de l'appel à projet TechNewSpring. Dans tous les cas, si, vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter et moi parce que c'est peut-être pas actualisé vu que c'est une vidéo qui a été publiée au début du mois. Mais comme ça, moi, je peux vous aider à identifier, les vacancies qui sont toujours d'actualité et vous mettre en relation avec les entités concernées. On a 2 minutes encore, si jamais il y a une autre question, Farida, sur le chat. Sinon, on enchaîne avec le prochain intervenant. Il y a une question à propos du profil des entreprises. Est-ce qu'il y D'accord. a un profil spécifique? Non, pas de profil spécifique, vraiment. Ça peut être une entreprise. En France, ça peut être également un centre de recherche. On est ouvert, vraiment, c'est, sur le type de profil. Là où le profil d'entreprise est un petit peu plus fermé, si j'ose dire, c'est vraiment du côté catalan où il faut que l'entreprise, faut qu'elle ait une durée de vie d'un peu plus de 3 ans. Mais sur les entreprises françaises, on est très ouvert. Merci beaucoup, Pauline. Également, comme pour Cyriliel, on laissera vos contacts à la fin de la présentation. Donc voilà, si jamais vous avez des questions pour aller plus loin, que vous souhaitez contacter Axio, vous retrouverez les coordonnées de Pauline Henrion à la fin de la présentation. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Donc, on va enchaîner donc, pour cette deuxième partie d'atelier. Donc là, on va changer de programme. Donc, pour le moment, on évoquait les actions Marie Curie. Donc, je vous rappelle qu'ils font partie du programme européen de recherche et d'innovation. Là, on va changer de programme. On va passer sur le programme Erasmus+, et donc accueillir Aude Richard. Bonjour Aude. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, Aude, vous faites partie de l'agence Erasmus+, donc du même nom que le programme. Avant de rentrer dans le cœur de notre sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter cette agence et peut-être pour nos auditeurs qui commencent à être familiarisés maintenant avec les titres de PCN, donc de point de contact national, est-ce que votre rôle est équivalent ou est-ce qu'il est différent? Oui, alors bonjour, merci. Alors l'agence Erasmus France Éducation et Formation, c'est un groupement d'intérêt public placé sous la tutelle de 3 ministères, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère du Travail. Une des missions de l'agence Erasmus, c'est d'informer et d'accompagner le grand public, les structures et les têtes de réseau sur les opportunités de financement du programme Erasmus. Et elle a aussi un rôle de gestion, car elle évalue les projets, attribue les subventions et accompagne les bénéficiaires tout au long de leur projet. Est-ce que vous me voyez? On vous voit très bien, on vous entend très bien. Parfait, merci. Alors, la mission principale finalement de l'agence, c'est de distribuer les subventions de la Commission européenne dédiées au programme Erasmus sur l'ensemble du territoire français. Alors, l'agence est située à Bordeaux. Elle compte environ 130 employés et il y a une autre agence Erasmus+, qui est basée à Paris, qui gère le volet jeunesse et sport du programme. Concrètement, l'agence Erasmus, elle gère tous les appels à projets des actions qui sont décentralisées, comme la fameuse mobilité étudiante ou les partenariats stratégiques. C'est aussi, alors on pourrait dire qu'on est point de contact pour les actions centralisées, parce qu'il y a une partie des actions du programme Erasmus qui sont directement gérées par la Commission européenne. Donc là, nous, à l'agence, on apporte simplement des conseils pour les projets comme les alliances de la connaissance, les universités européennes ou encore Erasmus Mundus.
Merci Aude. Donc on commence à le comprendre un petit peu dans votre message. Finalement, quand on pense à Erasmus+, en premier lieu, on a tendance à penser à la mobilité des étudiants qui partent pour 6 mois ou 1 an à l'étranger. Mais on l'a compris un petit peu dans votre introduction. Finalement, Erasmus+, c'est bien plus que ça et ça s'adresse aussi à d'autres types d'acteurs, académiques ou entreprises, si je vous comprends bien. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que le volet le plus connu, c'est la mobilité des étudiants dans l'enseignement supérieur. Alors, ça fait 33 ans que ça existe, donc voilà, c'est le plus ancien, c'est le plus connu. On a aussi eu L'Auberge espagnole, le film de Cédric Lapiche, qui a donné une belle vision de ce programme Erasmus. Et cette mobilité des étudiants, c'est ce qui mobilise le plus de financement dans le volet Erasmus. Mais Erasmus+, il s'adresse à beaucoup plus de personnes dans le secteur de l'éducation et de la formation. Donc, on a l'enseignement supérieur, on vient de le voir, mais également l'enseignement scolaire, la formation professionnelle, l'éducation informelle des adultes, entre autres. Les entreprises, elles ont une place majeure dans le programme Erasmus, notamment en ce qui concerne l'accueil de la mobilité des étudiants. Parce que les étudiants, quand on dit qu'ils partent en Erasmus, ils partent étudier à l'étranger, certes, mais ils peuvent aussi réaliser des stages. Et c'est à ce moment-là que les entreprises, elles jouent un rôle très important. Les entreprises françaises accueillent les étudiants européens en France et les entreprises européennes accueillent les étudiants français à l'étranger. Mais le programme Erasmus, il ne s'adresse pas qu'aux étudiants. Donc, les entreprises peuvent aussi accueillir tous les jeunes en apprentissage, au niveau BEP, CAP, etc., ainsi que le personnel. Tout le staff est éligible aux mobilités. Donc, voilà, les entreprises peuvent faire partir leurs apprentis, ça peut être via un CFA, une MFR, Maison familiale et rurale, et il y a aussi des organismes intermédiaires qui facilitent ces échanges. Donc là, par rapport à ce qu'on peut voir sur l'écran, on peut compter plus de 4000 entreprises françaises qui ont participé à ce programme Erasmus en accueillant plus de 8000 stagiaires européens. Donc ça, c'est juste pour une année, pour l'année 2018. Donc 4000 entreprises qui ont accueilli 8000 stagiaires européens et on peut compter 1500 apprentis français qui ont réalisé un stage dans une entreprise européenne. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la mobilité parce que le programme Erasmus est divisé en 2 parties, en 2 actions clés. L'action clé 1, la mobilité, l'action clé 2, les partenariats. Et les entreprises participent également à des projets de coopération, à des partenariats, donc entre pays européens. Et en général, l'entreprise est très demandée parce qu'elle apporte une expertise et une complémentarité que n'ont pas les établissements scolaires ou les universités. C'est souvent des acteurs qui peuvent être éloignés du monde économique et social. Donc, ça crée une réelle complémentarité. Donc là, pour ces projets de partenariat, on peut compter plus d'une centaine d'entreprises qui ont été impliquées dans les projets Erasmus. Merci Aude. Donc on entend bien qu'à l'intérieur du programme Erasmus, finalement, il y a différentes actions donc on va retrouver. On va essayer avec vous de rentrer un petit peu dans le détail. Alors on ne pourra pas tout voir, mais en tout cas, on va s'approcher de certaines. Je vous propose pour démarrer de parler donc, au travers d'un témoignage, donc le projet Process qui est piloté par l'Université catholique de Lyon. D'un dispositif qui s'appelle Alliance de la connaissance, qui fait partie du programme Erasmus+. Donc ce projet, vous allez le voir rapidement dans la vidéo, il propose une nouvelle approche de la formation au management qui n'est pas uniquement fondée sur du rationnel, mais également sur d'autres compétences, notamment émotionnelles, spirituelles ou sensorielles. Et dans ce projet, on va retrouver donc à la fois une université, un pôle de compétitivité, le pôle Lyon Biopôle de la région. On va retrouver une PME, donc vraiment des types d'acteurs différents. Donc, je vous propose de le découvrir ensemble et on fera un petit retour ensuite avec Aude sur ce premier dispositif donc, du programme Erasmus+, qui sont les alliances de la connaissance. Le cœur du projet, c'est le test autour de la résolution de problèmes complexes posés par des entreprises dans 3 autres pays européens et de voir en quoi cette approche-là auprès de jeunes enrichit leur vision et leur capacité de résolution de problèmes. Ça vaut le coup de faire prendre conscience aux étudiants et aux managers d'ailleurs dans les entreprises que nous avons d'autres capacités qui sont des capacités sensorielles, émotionnelles et spirituelles.
métaphore du tricot. On a donc voulu passer d'un tricot taille S à un tricot taille L. Au départ, il a fallu entièrement détricoter pour que Vincent Goubier et moi-même nous comprenions. C'est-à-dire qu'on utilise un langage commun, que je comprenne l'idée de projet et que lui comprenne quelles sont les règles de participation au programme Alliance de la connaissance. Ça nous a permis de développer un avant-projet. Ensuite, il a fallu mettre le projet au format européen, par exemple, développer un contexte européen, une méthodologie européenne. Le projet réunit, outre l'Université catholique de Lyon, l'entreprise Sanofi, mais également le pôle de compétitivité mondiale Lyon Biopôle, ainsi que l'Association nationale des DRH, et également une PME lyonnaise qui s'appelle Dimo Software. Nous avons un historique de relations entre Sanofi et l'UCLI, des valeurs communes, une convention de partenariat entre l'ESTBB et Sanofi. Et il y a d'ailleurs plus de 100 collaborateurs chez Sanofi à Lyon qui sont des alumni de l'ESTBB. Pour nous, l'intérêt d'avoir ces entreprises, c'est de tester la faisabilité de nos modules de formation. Est-ce que ces modules fonctionnent en conditions réelles, à partir du besoin de ces entreprises? De rentrer dans un projet européen comme celui dans lequel on est, ça permet d'associer aussi des cultures différentes. Je suis très heureux par exemple de travailler avec les Finlandais qui sont réputés en Europe pour être des gens très en avance sur la pédagogie, donc ils vont nous apporter beaucoup. Je pense que c'est très important pour les entreprises de collaborer avec le secteur académique parce que les étudiants sont les collaborateurs de demain au niveau des entreprises. Mon message, c'est de prendre le temps de bien faire les choses et notamment d'avoir un message qui soit clair, compréhensible de tous, surtout lorsqu'il s'agit de rédiger en anglais. Il faut être très clair dans l'explication du projet. Donc Aude, on vient de le voir dans ce projet donc, qui est déposé, qui est même lauréat d'un dispositif Alliance de la connaissance du programme Erasmus. Est-ce que vous avez une réaction, un commentaire ou un conseil sur ces Alliances de la connaissance suite à ce témoignage? Alors d'abord, félicitations aux candidats, parce que le taux de sélection des Alliances de la connaissance est quand même assez bas. Alors, il est en augmentation depuis en 2014. En 2014, on était à peine 4% de sélection. Aujourd'hui, en 2020, on est à 14% de sélection. Donc là, il y a eu 219 projets déposés dans toute l'Europe. Et sur les 219 projets, il y en a 30 qui ont été retenus, dont celui-ci. Donc vraiment, félicitations. À noter aussi que depuis 2014, il y a eu uniquement 3 projets coordonnés par des Français qui ont été sélectionnés. Donc, on est quand même sur une sélection assez basse. Moi, je dirais peut-être que les Français sont un peu timides pour déposer des projets. Après, ils sont partenaires de projets. Il y a des structures françaises qui ont été partenaires on compte une 50aine de structures françaises qui ont participé à des alliances. Les alliances de la connaissance, c'est des dispositifs exceptionnels pour financer des projets super innovants. L'objectif principal, c'est d'accroître les compétences entrepreneuriales dans le secteur de l'enseignement supérieur. Donc, pour monter un projet d'alliance, il faut être au moins 6 structures de 3 pays européens différents, au moins 2 entreprises et 2 établissements d'enseignement supérieur. Les financements sont assez importants, ça peut aller jusqu'à 1 million d'euros par projet. Donc voilà, mon conseil, les conseils des évaluateurs, en tout cas, ce qui ressort la plupart du temps, c'est qu'il est important d'avoir un partenariat solide et surtout de répondre à des besoins identifiés sur le terrain. Il faut être cohérent. Il n'y a pas de projet type. Un projet, il sera financé s'il est faisable. Voilà, s'il est faisable, s'il est clair, s'il est logique. Et voilà, en gros, les meilleures candidatures sont celles qui sont précises et pertinentes. Merci Aude. J'ajouterais juste en commentaire de mon côté qu'on voit dans ce projet plusieurs types d'acteurs de la région. Donc un message notamment aux entreprises qui nous écoutent. N'hésitez pas en première approche avant de vous lancer dans un projet européen à en parler avec votre réseau régional. On voit qu'il y a une PME dans ce projet, on voit aussi un grand groupe. N'hésitez pas à prendre contact avec vos partenaires dans la filière, avec les pôles de compétitivité. C'est souvent comme ça que des premiers noyaux de projets se montent. Donc voilà, capitalisez vraiment sur votre
votre réseau régional. Aude, pour continuer sur une autre modalité du programme Erasmus+, est-ce que vous pourriez nous parler, vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, les partenariats stratégiques. Qu'est-ce que c'est que ces partenariats stratégiques ? Alors, les partenariats stratégiques, ils ont été créés en 2014 par la Commission européenne dans le guide Erasmus. Ce sont des projets qui s'adressent à tout type de structures qui souhaitent globalement améliorer la qualité de leurs activités, développer des réseaux de partenaires, accroître leur capacité à travailler à l'échelle européenne, tout ça en partageant des idées et en échangeant des pratiques et des méthodes. Alors, ce sont des projets de plus petite envergure que les alliances, n'est-ce pas? Donc, en termes d'objectifs déjà, d'impact et de financement. Donc, on a vu que les alliances pouvaient monter jusqu'à 1 million d'euros. Là, les partenariats stratégiques, c'est maximum 450 000 euros à se partager entre partenaires, ce qui est déjà assez intéressant pour démarrer ce type de projet. Le taux de sélection est bien plus élevé que pour les alliances. Donc, voilà, on est sur des plus petits projets, donc plus grande sélection. Et c'est vraiment un moyen idéal de partir à la découverte des financements Erasmus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et après, si le projet il fonctionne, on peut éventuellement partir sur une alliance. Les alliances de la connaissance nécessitent la présence d'une entreprise, c'est une obligation, alors que ça ne l'est pas sur un partenariat. Cependant, on peut voir qu'il y a plus d'une centaine d'entreprises qui ont participé à des partenariats depuis leur création, donc on est quand même sur quelque chose d'assez positif. Pour monter un partenariat stratégique, il faut être au moins 3 structures de 3 pays européens différents. Ça peut avoir toute taille et toute thématique. Voilà. Les projets, les thématiques principalement, c'est l'éducation et la formation. Erasmus, ça répond à des thématiques d'éducation et de formation. Il y a donc des priorités européennes qui sont définies chaque année dans le guide. Mais effectivement, on est sur des projets très divers. Et ce qu'on a pu remarquer la plupart du temps, c'est que dans beaucoup de projets de partenariat stratégique, on a tendance à créer de l'enseignement à distance, des MOOC, des serious games, etc. Et là, parfois, les universités ne sont pas équipées ou les structures ne le sont pas. Donc, à ce moment-là, on fait appel à une entreprise petite ou moyenne qui, elle, a un rôle bien précis pour développer les outils et les solutions pédagogiques qui seront adaptées au projet. On peut avoir des entreprises spécialisées dans la réalité virtuelle ou dans les applications. Ensuite, on a beaucoup de cabinets de consultants qui travaillent dans le suivi et l'évaluation des projets, donc des bureaux d'études, de conseils, etc. Et on a aussi eu des entreprises qui ont vraiment eu le rôle de coordinateur de projets, qui ont monté des projets. Et ça a pu être pour des projets dans le milieu de l'agroalimentaire, pour améliorer l'enseignement dans ces filières, pour créer des outils éducatifs pour les enfants sourds, dyspraxiques. Voilà, on est vraiment sur des projets très larges, tout type de projet est finançable, encore une fois, à partir du moment où il répond à des besoins identifiés. Aude, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller voir les projets financés pour voir un petit peu ce qui a déjà été financé par le programme? Oui, exactement. Donc, il y a la plateforme des résultats des projets, donc Erasmus Result Platform, qui est donc, il y a le lien, je pense que je vous ai donné le lien, on pourra le regarder tout à l'heure. Effectivement, il y a tout. En fait, c'est un répertoire de projets. Tous les projets qui ont été financés par le programme Erasmus sont répertoriés ici. Ils sont identifiés en bonne pratique ou en projet star. Donc, c'est assez intéressant pour se donner des idées pour les types de projets qui ont pu être financés, mais aussi pour trouver des partenaires. Parce que j'ai vu que c'était une question qui remontait beaucoup. Comment on fait pour trouver des partenaires? Ce n'est pas toujours évident, mais au moins peut-être d'aller voir ce qui s'est fait près de chez soi. Et on peut passer un petit coup de fil à la structure qui a participé au projet pour lui demander des renseignements. Ça peut être faisable. Merci Aude. Il nous reste à peu près 3 minutes avec vous avant de prendre les questions. Est-ce que vous avez… donc on a bien compris que le programme Erasmus+ était très riche. On a abordé 2 modalités ensemble, donc les partenariats et les alliances. Est-ce que, au-delà d'aller voir donc les différentes ressources que vous nous proposez, est-ce que vous auriez un message ou un conseil à faire passer aux participants qui nous écoutent aujourd'hui? Le message, c'est qu'il faut y aller. Il faut se renseigner sur les types de financement. Il y a vraiment beaucoup de choses que propose Erasmus. Ce sont des projets très, très simples
La subvention, quand elle est allouée, elle est attribuée entre 80 et 100% de la subvention est attribuée en cours de projet. Donc, il y a très peu ou pas d'avance à faire de la part des partenaires. Les candidatures vont être simplifiées. Il n'y a pas de cofinancement qui est demandé. Donc là, les projets Erasmus, sur tous les projets européens, on a vraiment, voilà, les partenariats font vraiment partie des projets les plus simples et les projets de mobilité également. Voilà, non, on est sur un programme qui va être beaucoup plus inclusif sur les 7 années à venir. Donc, la Commission européenne va mettre un point d'honneur pour les nouvelles structures qui vont entrer dans le programme. Donc, effectivement, voilà, je ne peux que vous encourager et encourager les structures à se positionner sur ces programmes. Donc, juste une précision, Aude, pour qu'on comprenne bien. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de cofinancement. Est-ce que c'est le cas également pour des structures privées type entreprise qui sont financées à 100%? D'accord. Exactement. Dans tous les projets, toute structure est éligible. En gros, à partir du moment où on a un SIRET, on peut participer au projet. Un SIREN, on peut participer au projet. Et toutes les structures sont traitées de la même manière, que ce soit une université, une entreprise, une école primaire ou une collectivité territoriale. J'ai vu que la question revenait aussi sur les collectivités. Elles sont éligibles. Donc voilà, toutes les structures qui veulent monter un projet peuvent participer ou coordonner un projet de partenariat. C'est très clair. Merci beaucoup, Aude. Farida, un petit tour du côté du chat. Est-ce qu'on a des questions auxquelles on n'a pas répondu encore? Alors, beaucoup de questions autour justement des partenaires, donc vous y avez répondu en partie, Maude et Aude, au sujet donc de la liste de la plateforme, de la liste de projets, le réseau régional. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pour identifier ces partenaires? Non, le type d'événement comme vous organisez aujourd'hui est juste parfait pour mettre en relation toutes ces parties, tous les points de contact qui apportent des soutiens. Et après, la Commission européenne propose des plateformes suivant le type de projet qu'on veut faire. Donc oui, effectivement, il faut aller voir il faut aller voir les résultats des projets qui ont été faits et le site de la Commission européenne. Une dernière précision peut-être, est-ce que les dossiers Erasmus+ doivent aussi être remplis en anglais ou est-ce qu'on peut candidater en français par exemple? Eh bien oui, on peut candidater en français, tout à fait. Donc ça, en fait, toutes les langues européennes sont acceptées. On a déjà eu des projets en bulgare qu'il a fallu évaluer, donc on se débrouille. Donc ça peut être quelque chose de facilitant si vous avez des partenaires francophones. Donc on peut faire des partenariats européens avec des francophones et des francophiles à travers toute l'Europe. Donc oui, les projets peuvent être déposés en français. Dans tous les cas, il y a des frais de traduction qui peuvent être intégrés à des projets. Donc voilà, tout ça, c'est finançable. Super, merci beaucoup Aude. Farida, on n'avait pas d'autres questions sur ce sujet du côté du chat? S'il y a une question par rapport justement aux détails du nouveau programme Erasmus+, quand est-ce que ces détails-là seront dévoilés, communiqués? Est-ce qu'il y aura des webinaires d'information spécifiques? Et on a vraiment très hâte que le guide arrive parce que le guide Erasmus arrive en fonction des budgets de la Commission européenne. Donc là, on attend tous les détails pour la grosse programmation 2021-2027. Et alors, le guide Erasmus devrait sortir en décembre. Il y a eu un petit retard, mais a priori, il ne devrait pas tarder à sortir en décembre-janvier. L'agence Erasmus proposera une conférence annuelle. Donc ça, c'est en janvier, le 14 janvier. Vous pouvez aller sur le site que vous voyez inscrit à l'écran, agence.erasmusplus.fr. Vous aurez toutes les informations des événements à venir. Et voilà, donc à l'agence, on est joignable par téléphone ou par mail pour donner toutes les informations du guide et les traduire au plus vite. L'autre site qui est disponible là affiché, il y a écrit erasmusplus.fr/Pénélope, donc c'est la plateforme des porteurs de projets. Et là, il y a toutes les actions hyper détaillées sur les financements, le nombre de partenaires et tout le panel des actions finançables. Merci beaucoup Aude pour cet entretien. Donc vous voyez à l'écran, on vous a remis les contacts de nos différentes intervenantes. Évidemment, en première approche, allez regarder les sites internet, lire les différents guides, etc. Et si au moment de vous lancer dans le montage ou l'étape préparatoire au montage, vous avez des questions un petit peu plus spécifiques, n'hésitez pas à vous tourner vers nos différents contacts et intervenantes qui étaient là aujourd'hui.
De mon côté, un dernier mot avant de conclure. Donc pour vous rappeler aussi que notre agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises peut également vous aider, je pense notamment aux entreprises et notamment les PME qui nous écoutent cet après-midi. Au sein de notre agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, nous avons une équipe qui s'appelle le Bureau Europe, qui est une équipe de 6 experts en financement européen. Et donc, on est vraiment là, nos services sont gratuits évidemment, pour vous accompagner. Donc, vous voyez apparaître à l'écran un schéma qui récapitule nos différents services. Donc, vous voyez qu'il y a différentes étapes en fonction de là où vous en êtes par rapport au financement européen. Ça peut être de découvrir des dispositifs pertinents, donc soit à travers des actions collectives comme aujourd'hui ou des rendez-vous en individuel. On vient vous voir en entreprise, on prend 1 heure pour parler ensemble de votre projet et vous orienter vers le bon dispositif. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin quand on a identifié la bonne ligne d'appel à projet. On peut vous aider à trouver des partenaires. Notre agence est membre d'un réseau européen qui s'appelle EEN, Enterprise Europe Network, qui est un réseau avec plus de 600 points de contact en Europe. Et donc, on a accès à toute une base de données d'offres et de recherche de partenariats. Donc, on l'a vu notamment avec Aude et le programme Erasmus+, pour lequel il faut des partenaires, mais également les 2 autres intervenantes auparavant. Donc, si vous cherchez un consortium en cours de montage ou des partenaires, ça fait partie également du type de service qu'on peut vous proposer. Et enfin, donc dans la phase de montage du projet, on a la chance en région d'avoir un dispositif financier donc qui est cofinancé par la région, qui peut vous donner de 4 à 14 jours par un consultant spécialisé pour vous aider à écrire le dossier, à formuler votre stratégie, à régler toutes les questions de propriété intellectuelle, notamment avec vos partenaires. Donc ça, vous nous contactez, on fait le point ensemble et vous pouvez donc être éligible à ces financements pour vous aider à préparer le dossier. Enfin, on est là également pendant toute la durée de vie de votre projet. S'il y a des questions sur du reporting, etc., on vous accompagne tout au long de la durée et également pour réfléchir à la suite parce que les financements européens, ça fait souvent très peur au début. Mais nous, de notre expérience, on voit que ceux qui ont mis un premier pied dedans ont tendance à continuer ensuite avec un 2e voire un 3e projet. Parce qu'en fait, une fois que voilà, on a compris comment ça fonctionnait, on voit vraiment l'intérêt en termes de réseau et de compétences, d'expertise, etc. Donc, on est là aussi pour vous proposer des nouvelles opportunités pour aller plus loin. Donc, merci à tous pour votre écoute. Donc, vous retrouverez le chat, les questions du chat qu'on n'a pas pu traiter, le replay, la présentation, tout ça sur la plateforme, dans la boîte à outils que je vous invite vraiment à consulter. Et sur la droite de votre écran, il y a un bouton jaune interactivité sur lequel vous pouvez retrouver un petit questionnaire de satisfaction par rapport à cet atelier. Donc, n'hésitez pas à répondre. Ça nous permet toujours d'adapter pour vous proposer des ateliers encore plus pertinents et adaptés à vos besoins. Donc, merci à tous. Et je vous fais apparaître, juste pour conclure, les différents partenaires et soutiens de notre journée donc, qui permettent de vous proposer ces événements chaque année. Merci à tous et bonne fin de journée.